Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis ravie de vous retrouver à 22 h pour une année qui sera certainement très politique. Et on démarre tout de suite avec les titres de ce soir. L'État au chevet de 6 France. Le gouvernement soutient finalement la création d'une coopérative ouvrière pour la reprise de cette compagnie maritime. Les réunions se sont enchaînées à l'Élysée et à Matignon pour imaginer un mécanisme de sauvetage à 110 jours de la présidentielle. Le dossier est explosif. Mais au-delà de ce cas, dans un contexte économique morose et mouvant, comment les politiques vont-ils faire campagne? C'est le débat des éditorialistes ce soir avec, pour commencer l'année, Laurent Geoffrin, Arlette Chabot et Jean-Louis Gombault. Et puis prudence, prudence, la classe politique accueille avec mesure les révélations du quotidien Libération, selon lesquelles Nicolas Sarkozy aurait été informé pour les rétrocommissions dans l'affaire Karachi. Les socialistes réclament néanmoins toute la transparence dans cette affaire plus virulente. Eva Joly souhaite ce soir que le chef de l'État soit entendu par la justice. Et puis en 2012, la France ne sera pas le seul pays à connaître une élection présidentielle. Le 6 novembre, Barack Obama tentera de se faire réélire. Contre qui ? C'est la question à laquelle vont répondre les sympathisants républicains à partir de demain lors du premier volet de cette primaire qui se tient comme d'habitude dans l'Iowa. On en parle tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Dans le dossier 6 France, filiale de la SNCF qui emploie 880 personnes en CDI à Calais, le gouvernement change de cap et opte finalement pour la reprise de la compagnie maritime par ses propres salariés. Le président de la République est intervenu en personne pour demander ce soir à la SNCF le versement d'une indemnité exceptionnelle aux salariés. Mais le mécanisme de sauvetage ne convainc pas les employés qui le jugent ce soir abracadabrantesque. Tous les détails avec Saveria Rojek. C'est une image que plus personne n'attendait. Les syndicats de 6 France et le gouvernement assis à la même table pour discuter du projet de reprise. À la sortie, les salariés sont partagés. Maintenant, on a au moins le soutien, même officiel, du président de la République et du gouvernement. Mais à chaque fois, ce sont des solutions qui ont été élaborées en dehors de notre présence. Les syndicats sont prudents car jusqu'ici, l'État n'a jamais cru au projet de coopérative. Il y a 3 jours, c'est le secrétaire d'État au transport qui dénonçait le peu de crédibilité du dossier. On est dans un jusqu'au-boutisme, je dirais même dans une sorte de fanatisme du syndicat depuis le début qui nous amène à un suicide collectif. Ce matin, revirement de situation. Suite à une réunion de crise à l'Élysée, Nathalie Kosciusko-Morizet annonce son soutien aux salariés. On recherche les moyens de faire en sorte que la somme des indemnités soit telle qu'elle puisse permettre une reprise de la société. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un peu particulier. Nous cherchons à donner les moyens aux salariés d'être maîtres de leur destin. Ce soir donc, volte-face, c'est Nicolas Sarkozy en personne qui demande à la SNCF de verser cette indemnité exceptionnelle. Elle pourrait avoisiner les 50 000 € par salarié. L'idée revient en force dans la campagne présidentielle, mais elle n'est pas nouvelle. Les économistes en débattent depuis des années. La TVA sociale, elle est érigée en arme anti-délocalisation par Nicolas Sarkozy, tandis que le PS y voit au contraire une faute économique et sociale. Mais en quoi consiste cette mesure? Elle les détaille avec Aurélien Romano. Le principe de la TVA sociale est simple. Cette mesure consiste à augmenter la TVA, c'est-à-dire la taxe que le consommateur paye pour tout achat, en échange d'une baisse des cotisations sociales payées par les employeurs. La conséquence est la baisse du coût du travail. L'objectif affiché notamment par Nicolas Sarkozy lors des vœux est de favoriser l'emploi. Ce qu'on espère avec la TVA sociale, c'est de favoriser l'emploi par une baisse du coût du travail, et favoriser le commerce extérieur, donc les exportations, par une baisse du prix relatif des exportations, puisque les exportateurs bénéficieraient d'une baisse du coût du travail sans souffrir de la hausse de la TVA à l'exportation. La mise en place de la TVA sociale aurait pour conséquence la hausse des prix des produits importés, ce qui pourrait favoriser les produits français et donc l'emploi hexagonal. Un mécanisme anti-délocalisation dont l'effet n'est pas certain. Si vous êtes le seul à faire une TVA sociale, vous gagnez en compétitivité. Et donc vous gagnez en compétitivité, mais vous voyez bien que vous gagnez en compétitivité sur des pays qui sont très proches de vous structurellement et géographiquement. Mais il suffirait que
les autres pays européens mettent en place cette même TVA sociale pour qu'on n'ait que les désavantages, à savoir l'inflation, sans les avantages de gains de compétitivité. La seule certitude reste que si la TVA augmente au-dessus du seuil historique de 19,6%, la demande risque d'en souffrir du fait de la hausse des prix. Or, la demande est l'un des principaux moteurs de l'économie française. C'est le premier débat de l'année et nous le consacrons ce soir à la campagne électorale et à l'élection présidentielle à venir. Celle-ci est inédite car elle se prépare dans un contexte extrêmement incertain, émouvant. Sur fond de hausse du chômage, tous les candidats avancent sur une terre inconnue, ballottée par une crise sans pareil. Alors, comment, dans ces conditions, faire campagne et quels thèmes vont dominer les semaines et les mois, les semaines plutôt à venir? On en parle avec nos invités auxquels je souhaite une très belle année quand même, malgré ce contexte économique morose. Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directrice de l'information d'Europe 1. Laurent Geoffrin, bonsoir, directeur du Nouvel Observateur. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault, bonsoir. Jean-Louis, on va commencer peut-être par le dossier d'actualité SIFrance, dossier politique avec ce soir l'intervention du président de la République. Qui joue quel rôle, Arlette Chabot? Celui du démineur, du pompier dans ce dossier, Nicolas Sarkozy? Je crois que ce que déteste Nicolas Sarkozy, c'est de donner le sentiment que les politiques ne peuvent rien faire. C'est le volontarisme. Donc il intervient contre l'avis de ses ministres qui disaient tous depuis des semaines que ce dossier n'était pas jouable, que la reprise par les salariés, la SCOP, ce schéma ne tenait pas la route. Bon, et voilà, Nicolas Sarkozy, quand il avait entendu François Mitterrand, il cite souvent cette phrase, dire, par exemple, contre le chômage, on a tout essayé, c'est effectivement une affirmation qui le met dans une colère épouvantable. Donc il intervient, le chômage monte, la campagne électorale arrive, il ne pouvait pas donner le sentiment qu'il baissait les bras, comme d'autres avant lui. On cite Lionel Jospin, lui pendant la campagne de 2002 où il avait assisté à la fermeture d'une usine, ou plutôt en 97 Villevorde. Donc il intervient et personne ne sait quand même au bout du compte si ça va marcher. Et à l'instant, le porte-parole du PS, Benoît Hamon, précise que même si cette action, cette volte-face est tardive, elle est positive quand même. Laurent Geoffrin. Il a raison, maman, pour une fois. Non, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de droite qui fait quelque chose de bien qu'il faut dire que c'est mal. Enfin, c'est une chance donnée à ces salariés qui étaient en grave difficulté, vu que c'est une entreprise qui était au bord de la faillite, même en faillite même. Mais sans prévoir, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir, mais si chaque matin on se réveille avec malheureusement ces nouvelles de fermeture d'usines ou de sociétés, est-ce qu'il faudra un interventionnisme quotidien presque? Moi je suis assez favorable à ce qu'il y ait des interventions, c'est une question d'argent après. Bon, on ne peut pas donner autant d'argent à chaque fois à toutes les entreprises, mais bon, c'est sur des gens méritants, courageux, on leur donne leur chance, tant mieux. De plus en plus, je pense que ce type de solution va se développer. C'est-à-dire que vous n'alignez pas beaucoup de succès sur les entreprises qui ferment. L'histoire de SIFrance, à mon avis, est très intéressante parce que la plus grosse coopérative ouvrière que l'on connaît en France fait à peu près 1100 salariés. C'est une entreprise d'aluminium qui existe depuis 110 ans. Ces entreprises, généralement, elles fonctionnent pas mal. Elles arrivent à soutenir la concurrence. C'est vrai, comme vient de dire Laurent Geoffrin, le grand défaut du projet de la CFDT, parce que c'est la CFDT qui porte ce projet, c'est que le financement n'est pas du tout assuré. Et le financement n'étant pas assuré, ça met le gouvernement dans une situation difficile, parce qu'il ne peut pas subventionner. S'il subventionne, il va se faire retoquer immédiatement à Bruxelles. Donc il a trouvé cette solution qui est un peu abracadabrantex, comme on l'a dit tout à l'heure, qui consiste à dire aux salariés, écoutez, si vous y croyez tellement à votre scope, transformez vos indemnités de licenciement en capital, en quelque sorte. Le problème pour ces gens-là, c'est qu'effectivement, si ça ne marche pas, ils n'auront plus rien. Donc il y a une solution, mais en même temps, il y a quelque part, pas un piège, mais il y a quelque part quelque chose de compliqué pour ces gens. Évidemment, on en reparlera dans les jours à venir. Plus généralement, Arlette Chabot, est-ce qu'une élection présidentielle s'est déjà jouée dans un contexte, dans un décor aussi mouvant, gris, morose? Je ne crois pas, parce qu'on compare beaucoup à l'élection présidentielle post-crise pétrolière, mais on était à peu près après le choc pétrolier, au moins un an après, dans les années 70-74. Là, on est en plein dedans, et je pense que jamais une campagne électorale ne s'est déroulée avec des prévisions qui sont de plus en plus pessimistes. On annonce maintenant une récession. Ce qui fait qu'au bout
du compte, je ne crois pas des promesses soient crédibles. Ce sera peut-être, et on le dit depuis plusieurs mois, et ça s'aggrave au fil des semaines, ce sera une campagne sans promesses. En même temps, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas promettre, parce que je crois que la crédibilité des candidats serait atteinte par des promesses que tout le monde jugerait extravagantes. Et en même temps, on ne va pas désespérer les Français en leur disant il n'y a rien à faire, on baisse les bras et on n'a plus qu'à pleurer, à sortir nos mouchoirs. Donc il faut trouver des mots qui redonnent de l'espoir, mais en même temps pas promettre, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent du tout et qu'il n'y aura pas de quoi financer des promesses. C'est difficile. Oui. Moi, je crois qu'il y a un piège là-dedans, un piège politique. C'est que, effectivement, c'est la plus grande crise qu'on ait vue depuis 1929, pratiquement, à l'échelle mondiale. Hein. Et donc ça surdétermine l'ensemble des discussions. Mais il y a un piège parce que ça sert à dire, finalement, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'une seule politique possible, faire des économies le plus possible. Et puis tous ceux qui sont hors de ce schéma sont nuls et non avenus. Mais si c'est comme ça, c'est même pas la peine de faire d'élection. On n'a qu'à dire que Sarkozy est reconduit sans vote, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule politique possible. Or, je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule politique possible. Il y a des différences. Il y a des différences de valeurs, de perspectives, et il y a juste Il y a des différences d'idées. Vous les voyez, ces idées, elles sont clairement aujourd'hui proposées, identifiées? Bien sûr, il y a une différence socialiste évidente, c'est que la charge des efforts ne pèsera pas exactement sur les mêmes. Pour le bien et pour le mal, je ne juge pas pour l'instant. Mais en tout cas, il est clair que dans le projet socialiste, même édulcoré par Hollande parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, la réforme fiscale touchera d'abord les hauts revenus, un peu les autres aussi évidemment, mais d'abord les hauts revenus. Et dans le projet Sarkozy, on ne le connaît pas encore, mais enfin on voit bien... Ça c'est des réformes, c'est pas des promesses quoi. C'est ça l'idée, c'est qu'on va réformer, oui, il y aura plus de justice, d'égalité, dépenses, mais il n'y a pas de promesse de dépenses comme on pouvait le faire autrefois. Pas neutres. Selon qu'on prend dans la poche de l'un ou l'autre, c'est pas exactement la même chose. Ah oui, surtout ceux à qui on prend dans la poche. Lors de ses vœux, Jean-Louis, Nicolas Sarkozy a insisté sur la gravité de la crise qu'il qualifie d'inouïe. Il a dit qu'elle n'était pas terminée, mais il a précisé aussi qu'il y a des raisons d'espérer. Quelles sont ces raisons? Il ne les a pas données. Oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais il ne l'a pas donné. Donc, pardon, il laisse deviner. Les raisons d'espérer, je pense, parce que dans la crise qui est mondiale, comme ça vient de le dire, ce qui est vrai, bon, pas tout à fait quand même, c'est quand même l'Europe qui est le boulet du monde. C'est-à-dire que les États-Unis sont sur une croissance qui approche les 3%, la Chine carbure, l'Inde carbure, le Brésil s'est ralenti, mais la croissance continue. Et en Europe, l'Allemagne va pas si mal. Donc il y a quand même un problème européen. Donc la raison d'espérer, c'est que les Européens arrivent à trouver ensemble une solution parce qu'ils sont le problème. Il y a effectivement une crise mondiale, personne ne peut nier ça, mais ils sont le principal problème. Donc la raison d'espérer, c'est que l'Europe arrive à se mettre d'accord. Alors les prochains rendez-vous, c'est le 9 janvier, Sarkozy-Merkel, pour préparer le sommet européen du 20 janvier. Mais pour l'instant, les thèmes d'accord sont assez diffus et peu développés. Et le 18 janvier, sommet social présenté comme marquant. Toute la question, Arlette, peut-être aussi, c'est de savoir si les Français pensent que cette crise est mondiale et ses conséquences aussi, et donc ça peut exonérer le pouvoir sortant. Est-ce que c'est le cas? Alors ça, on se retrouvera au mois de mai, non, quelque chose comme ça, non? On peut se donner rendez-vous au mois de mai pour savoir si les Français pensent qu'effectivement on dit non coupable ou coupable. Mais je crois que les Français ont bien compris que c'est une crise mondiale. Et quand on est Français, puisque effectivement Jean-Louis soulignait la crise européenne, on n'a pas envie d'être grec, on a peur d'être espagnol. Et quand on voit le plan de rigueur présenté par le nouveau Premier ministre de droite, donc les Français évidemment ont compris que c'était une crise mondiale, une crise européenne, et n'ont pas envie de voir comme dans d'autres pays, je répète, le gouvernement, les salaires des fonctionnaires qui baissent, les retraites, les pensions, le niveau un peu rogné. Donc je crois qu'ils ont peur, ils sont très inquiets, les Français. Ils doutent évidemment de la capacité des dirigeants, comme partout en Europe, de les sortir de la crise, y compris d'ailleurs les capacités des postulants également à les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Les téléspectateurs qui nous regardent attendent des idées. Laurent Geoffrin, face à Nicolas Sarkozy, François Hollande réplique, conteste, s'oppose, mais ne propose pas encore. Son projet est à venir. Est-ce qu'il doit accélérer le calendrier dans une situation qui est exceptionnelle? Je crois savoir qu'il a prévu de le faire. Il faut voir ce que ça donne, mais bon, il y a plusieurs interventions qui sont prévues. Il y a une adresse qui est publiée demain dans le journal Libération.
Vous pensez qu'il va dévoiler par touche déjà ses propositions, ses idées? Non, si j'ai bien compris, je ne suis pas dans le secret des lieux. Mais vous avez l'air de l'être un petit peu. C'est ce qu'on annonce quasi publiquement. C'est qu'il y aura un document qui mettra en forme toutes les promesses, enfin pas les promesses, mais les projets, les mesures, tout ça, qui sera publié à la fin du mois de janvier. Mais d'ici là, il y a beaucoup d'interventions prévues. Parce que Hollande, ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est en campagne. C'est la tortue. Alors on dit, oui, mais il avance pas. Non, les tortues, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'elles sont immobiles. Mais en fait, il avance. Et Sarkozy, c'est plutôt le lièvre. Mais jusqu'à présent, le lièvre fait du surplace. Et donc, vous allez voir qu'il y aura des projets. Ils seront bons ou mauvais, il faudra en discuter, mais il y aura des projets. Jean-Louis ? Il y a un problème, c'est que non seulement la crise est grave, la récession, etc., mais c'est l'incertitude. Je veux dire par là que personne ne sait ce qui va vraiment se passer. C'est-à-dire sur la dette souveraine italienne, espagnole, quel est le scénario des prochaines semaines? Il est vraiment inconnu. Autrement dit, je pense qu'aucun candidat, alors M. Sarkozy est dans une situation un peu particulière, n'a intérêt à s'avancer trop. Parce que l'incertitude est telle qu'on va vraiment réagir au coup par coup. Sur le financement, oui. Mais sur les valeurs de référence, ce ne sont pas les mêmes. C'est différent. Mais on va sauver la France avec des valeurs? Ça compte de donner une perspective. Parce que ce n'est pas les hommes politiques qui produisent, ce n'est pas les hommes politiques qui travaillent, ce sont les Français. Les Français, ils ont besoin de solutions techniques viables, mais ils ont besoin aussi de savoir où on va, quel cap on suit. Et là, les deux projets sont nécessairement différents. Il y en aura un qui sera fondé sur plus d'égalité, ou plus de solidarité, ou d'égalitarisme, ou de distribution, imprudente, selon de quel côté on se place. Et l'autre, plus sur la concurrence, l'initiative individuelle et la volonté de s'adapter aux marchés mondiaux. Ce sont deux projets différents. Projet contre projet. Donc, Arlette Chabot, pourquoi Nicolas Sarkozy, selon ce qu'on lit, semble convaincu que François Hollande finira par dévisser dans les sondages? Est-ce qu'il parie sur un faux pas de son adversaire? Je pense que Nicolas Sarkozy pense toujours qu'il est le meilleur et que François Hollande n'est pas à la hauteur, pas préparé à la tâche. Il ressort en permanence ces accusations portées contre François Hollande sur l'indécision, les hésitations, ballottées par ses amis, par ses, ses rivaux ou ses futurs alliés. Donc il pense qu'il s'en sortira, d'abord parce qu'il est dans l'action, il agit. François Hollande, c'est vrai, va être très présent dans les médias. Il y a là effectivement l'adresse aux Français. Il présentera des propositions fin janvier. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy dit « Moi, j'agis. Je suis toujours le président. » Guillemets, tout le monde a compris qu'il était candidat, il va utiliser cette situation de président pour lancer des idées qui seront au cœur de la campagne présidentielle. Le sommet, le rendez-vous social sera un rendez-vous sur l'emploi le 18 janvier avec les syndicats. Il va mettre sur la table les fameuses propositions dans la TVA sociale qui fera débat dans la campagne. Donc j'allais dire que le président utilise son temps pour aider le candidat Nicolas Sarkozy, ça on l'a très bien compris. Et en face, il se dit, Nicolas Sarkozy, que François Hollande va avancer des timides propositions et ne sera pas à la hauteur. C'est ça son calcul. Oui. Enfin, les gens comprennent que l'opposition n'est pas au gouvernement. Et donc, il est difficile de lui reprocher de ne pas agir, étant donné qu'elle n'est pas aux manettes. Le problème de M. Sarkozy, c'est que s'il va avancer, il doit avancer des propositions, parce qu'en fin de compte, le bilan, les chiffres sont pas bons, incontestablement. Donc, il faut quand même qu'il ait l'air à l'initiative. Le problème, c'est que quand il va prendre l'initiative au sommet social, ou lorsqu'il avance des thèmes comme la TVA sociale, il se met à dos un certain nombre de personnes. C'est-à-dire il a une marge de manœuvre qui est très étroite, puisqu'il est bas dans les sondages. La TVA sociale, par exemple les retraités, les chômeurs vont y perdre. Bon, sur le sommet social, il a une idée qui est... Ça ne veut pas dire que la TVA sociale n'est pas une bonne idée, mais il y a des gens qui vont y perdre, donc il risque de perdre dans son propre camp. Sur le sommet social, il a des idées avancées de flexibilité salariale accrue contre une plus grande stabilité de l'emploi. Mais il y a des gens qui vont y perdre là aussi. Donc, à chaque fois qu'il va avancer les propositions, il faut faire le poids entre les soutiens, le maigre soutien qu'il a et les pertes qu'il risque. Ça ne doit pas être simple. D'équilibriste, dangereux. Alors, pas simple. Pour finir, peut-être qu'on assistera à une élection sans éclat, sans audace, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une élection qui inspire les auteurs et les journalistes. La présidentielle, peut-être que vous le savez, va entraîner une floraison de littérature politique et de livres politiques pour cette nouvelle année. Au moins 166 ouvrages traitant de ce sujet vont paraître en 2012. Il y en a sur le bilan.
sévère du quinquennat de Nicolas Sarkozy, d'autres essais sans illusion sur les chances de la gauche, bref, beaucoup de livres. vous nous en conseillez un, deux, plusieurs peut-être? Vous me prenez de court, hein, je viens d'en lire un, ça tombe bien. Dites-nous lequel. Alors ça s'appelle Pourquoi Sarkozy va gagner. C'est original. Oui, j'aurais pas cru ça de vous. C'est un monsieur qui s'appelle Brunet. Je dis pas que je suis d'accord avec le livre, mais il m'a paru intéressant. Il m'a paru intéressant parce que, bon, il y a des arguments, ça remonte très bien. C'est un plaidoyer qui est très vibrant, qui est très, très militant. Mais il y a dedans ce monsieur Brunet, qui est un sarkozyste très, très convaincu, dit, ben voilà, le vrai projet de Sarkozy, c'est quand même, et le président l'a repris dans son adresse de premier de l'an, ce qu'il appelle la réforme de structure. Et Brunet traduit en disant voilà, ça consiste à défaire ce qui a été fait à la Libération, c'est-à-dire le programme du Conseil national de la résistance, qui est un programme qui a fait la France moderne, qui est un programme plutôt solidaire, plutôt social-démocrate. Donc ça consiste à détricoter ça maille par maille et à adapter la France à la donne mondiale. Je vais en citer un, apparaître en janvier aux éditions Grasset. Vous connaissez l'auteur, Arlette, elle est aussi à Europe 1, elle est éditorialiste, elle écrit de nombreux livres politiques à succès. C'est Catherine Ney avec L'impétueux, beau titre, et qui parle de... Nicolas Sarkozy voilà. qui passe en revue, qui passe en revue le quinquennat et son bilan. Mais moi je trouve que Catherine Ney, elle avait publié une biographie de Nicolas Sarkozy il y a 5 ans et qui était d'abord déjà tout à fait excellente, voilà. Et elle était excellente non seulement par la qualité du travail, mais elle était des clés pour vraiment comprendre qui était Nicolas Sarkozy. Alors il y a quelques mois est sortie une biographie consacrée à François Hollande de Serge Raffi, que connaît bien notre ami, je suis sympa. Hein. Oui, et c'est vrai qu'il est aussi très intéressant. Tout le monde. Donc non, c'est pas ça, c'est que je pense que quand même, on disait tout à l'heure, ça va être difficile, le contexte de crise, etc. C'est très important, c'est toujours comme ça une élection présidentielle. Il y a le choix des personnes en qui on a confiance, à qui doit incarner la France. C'est idiot, mais il faut revenir à ça quand même. C'est pas aussi bête que ça. Bien et sûr. Donc connaître ceux qui aspirent à ce gouvernement et à cette incarnation de la France, c'est bien. Le livre de Catherine Ney, il y a 5 ans, était formidable. Celui qui va venir va être aussi formidable. De même que pour comprendre François Hollande, moi je recommande toujours les bonnes biographies. Sur vos candidats, vous pourrez faire votre choix en toute conscience. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Laurent Geoffrin, Arlette Chabot et Jean-Louis Gombault. Je vous dis à demain. Jean-Louis avec plaisir. La suite du 22h tout de suite, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Le ton monte entre l'Iran et l'Occident. Après l'annonce de nouvelles sanctions prises par les États-Unis, Téhéran réplique par des tirs de missiles et surtout l'annonce de nouvelles avancées dans son programme nucléaire. Une démonstration de force dénoncée par le Quai d'Orsay. Ils étaient déjà sollicités pour juger les crimes. Désormais, les citoyens pourront être appelés à juger les délits les plus graves. Ces jurés populaires siégeront en correctionnel, une conséquence de la réforme de la justice voulue par Nicolas Sarkozy. Premiers à tester ce dispositif, les tribunaux de Dijon et Toulouse. Et si les résultats sont concluants, la réforme s'étendra à tous les tribunaux correctionnels d'ici à 2 ans. 65 millions d'habitants, la démographie française se porte bien. Selon l'INSEE, la population hexagonale aurait même dépassé ce cap depuis 2010. Une croissance qui fait figure d'exception en Europe. D'après l'INSEE, les mamans françaises font plus de bébés que leurs voisines. En moyenne, 1,85 enfants par femme. Autre facteur, une espérance de vie plus longue. Et enfin, un solde migratoire qui a fortement augmenté en 30 ans. Il dépasse aujourd'hui les 2 millions de personnes. Pour Pierre Ducamp, 2 kilos de trop sur la balance, c'est peut-être 2 kilos en trop pour avoir son bac. Le nutritionniste, dont le célèbre régime est décrié, s'invite dans la campagne présidentielle. Dans une lettre ouverte au futur président qui sera publiée jeudi, il propose des pistes pour réduire l'obésité. Au menu, l'option nutrition au bac, 2 points de plus pour ceux qui gardent un indice de masse corporelle entre 18 et 25, entre la seconde et la terminale. Les lycéens n'ont qu'à bien se tenir.
La suite du 22h et en 2012, la France, vous le savez, ne sera pas le seul pays à connaître une élection présidentielle. Le 6 novembre, Barack Obama tentera de se faire réélire. Contre qui? C'est la question à laquelle vont répondre les sympathisants républicains à partir de demain. C'est le premier volet de cette primaire qui se tient, comme d'habitude, dans l'Iowa. Et on en parle avec notre invité ce soir. Il est historien, spécialisé des États-Unis, Thomas Snegarov. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, les électeurs républicains de l'Iowa seront donc les premiers à se prononcer pour la primaire. Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme pour cette primaire? Il y a surtout beaucoup de moqueries en fait. Vous avez sûrement suivi toutes les anecdotes, les erreurs de chacun. Chaque candidat qui était un peu en tête, à chaque fois s'est fait dégommer. C'est plutôt un jeu de massacre qui fait beaucoup rire les Américains, plus les démocrates d'ailleurs que les républicains eux-mêmes. Il n'y a pas énormément d'enthousiasme. Il y a quelques chiffres qui le montrent. Enfin, par exemple, malgré tout, malgré un paysage politique plutôt occupé par eux ces derniers temps, eh ben, Obama gagnera probablement devant n'importe lequel d'entre eux, en tout cas si l'élection avait lieu demain. Donc l'enthousiasme, il n'est pas très fort, on en rigole beaucoup, on verra dans les jours qui viennent ce qui va se passer, mais effectivement demain c'est une date importante puisque c'est le début de la primaire. Pourtant l'éventail des postulants, côté républicain, est assez large. Il y a le mormon qui est modéré, Mitt Romney, il y a l'évangélique ultra-conservatrice, c'est Michelle Bachmann. C'est varié, ça n'a pas l'air de satisfaire grand monde. Comment expliquer qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'envergure de John McCain, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas cette personnalité qui émergeait? Je pense qu'on l'a avec Mitt Romney, qui quand même se dégage largement. Alors, il va peut-être pas gagner demain. Alors, ils expliquent en permanence que dans la campagne de Mitt Romney, que dans le plan de marche vers l'investiture du parti, il n'y a pas l'Iowa, qui est un État, faut le dire quand même, extrêmement conservateur. Et le résultat, le vainqueur de demain sera pas forcément le vainqueur de la primaire, pas du tout. J'ai regardé lors des 5 dernières vraies primaire, enfin caucus qui a lieu dans l'Iowa, il n'y a que 2 fois où ça a été le vainqueur de l'Iowa qui a été effectivement le candidat quelques mois plus tard dans le camp républicain. Donc ne s'excitons pas trop pour demain, mais on verra. Si Romney gagne demain, ça sera lui probablement, parce qu'il y aura une dynamique engagée, c'est important, parce que celui qui gagne demain, il peut ensuite lever des fonds pour la suite, parce que c'est évidemment c'est l'argent qui va jouer les rôles. Aujourd'hui on se dit quelle démocratie américaine formidable, tout le monde peut y aller. C'est vrai, mais très vite, celui qui n'aura plus de sous ne pourra plus y aller. Et quand on gagne, c'est là que la machine s'engage, c'est là que tout va bien. Et donc celui qui gagne demain ne sera pas forcément celui qui va gagner à la fin, mais il pourra commencer à gagner de l'argent, à récupérer, à engranger. Alors Mitt Romney est peut-être celui-là, on verra, mais c'est celui qui se dégage quand même largement. C'est celui en tout cas qui fait le moins peur à ceux qui font l'élection en Amérique. C'est 30 ou 40% d'indépendants qui sont ni républicains ni démocrates qu'il faut convaincre. Convaincre les républicains, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que les candidatures les plus conservatrices, type Ron Paul, type Rick Perry, type Rick Santorum aussi, qui est en train d'exploser apparemment, là on va voir demain, s'ils ne sont pas forcément les plus à même de gagner. Thomas, vous avez peut-être suivi tout à l'heure notre débat avec les éditorialistes. On parlait un petit peu du décor, du contexte de la présidence française qui se joue quand même dans une situation très incertaine. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Est-ce que les candidats parlent aussi des sujets finalement qui sont les plus proches des préoccupations? J'imagine des Américains comme des Français, le chômage, le pouvoir d'achat, etc. On parle que de ça. Dans la primaire, là, on ne parle que de ça. On parle très peu de politique étrangère d'ailleurs. C'est assez étonnant, hein, parce que pour un pays quand même qui est engagé, en tout cas qui a été engagé sur des conflits mondiaux, qui a des enjeux mondiaux extraordinaires avec la Chine par exemple, on parle surtout, mais c'est lié, du chômage, des impôts, et en gros, actuellement, le grand combat parmi les républicains, c'est d'être le plus fiscalement conservateur, celui qui veut le plus baisser les impôts, celui qui va aller le plus loin effectivement dans les tax cuts, etc. Continuer. Et en tout cas, c'est surtout un jeu à être le plus anti-Obama possible. Je crois que s'il y a un dénominateur commun parmi les 7 candidats qui sont en lice chez les républicains, c'est anti-Obama. Et Romney a été bon parce que c'est le seul à ne pas avoir attaqué les autres, mais à avoir attaqué que Obama. Barack Obama qui monte, malgré toujours des sondages un petit peu en demi-teinte. 47% d'opinion favorable, c'était en novembre, 49% en décembre. Je vous avais demandé déjà votre pronostic à la dernière élection. Vous n'étiez pas trompé. Pour celle-ci, il est bien parti, selon vous? Je vous ai dit, a priori, en tout cas, si c'est pas Mitt Romney, il gagnera très largement. C'est la raison pour laquelle les démocrates aujourd'hui et Barack Obama ne tapent que sur un candidat. C'est Mitt Romney parce qu'il ne rêve que d'une chose, c'est que Romney perde dans les primaires parce que tous les autres sont 10 points derrière. Et si le chômage continue à baisser comme il baisse aux États-Unis, je vois pas comment Barack Obama peut perdre, sachant qu'il est en train d'engranger lui des sommes considérables pour la campagne et qu'il ne s'affaiblit pas pendant une primaire très longue. Et peut-être donc l'affiche Romney-Obama. Oui. Merci. En tous les cas, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler ensemble sur ce plateau. Merci à vous Thomas. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier journal de reprise et cette nouvelle année. Encore mes meilleurs vœux. On se retrouve demain avec plaisir. Et ce soir, restez avec nous sur Public Sénat tout de suite. Votre soirée se poursuit avec le documentaire du lundi soir.
une France en pleine débâcle militaire qui vient de demander à Hitler les conditions de l'armistice, 27 parlementaires embarquent sur le Massilia, à destination de l'Afrique du Nord. Pourquoi partir à un moment si cruel de l'histoire française? Pour échapper aux Allemands, accusera la propagande du maréchal Pétain. Pour continuer la guerre outre-mer, répondront ces hommes. À bord, l'ancien président du Conseil, Édouard Daladier, côtoie Georges Mandel, l'ex-ministre de l'Intérieur, et André Le Troquer, futur président de l'Assemblée nationale. Jean Zay, emblématique ministre de l'Éducation du Front populaire, est là, avec son épouse et leur petite fille. Pierre Mendès France, député mobilisé, est accompagné de sa femme et de leurs 2 garçons. En embarquant sur le Massilia, voulaient-ils continuer à se battre? Ont-ils voulu fuir? Ou sont-ils tombés dans un piège? Toute l'affaire du Massilia est là, et le destin de ses passagers nous renvoie à l'éternelle question. Et nous, qu'aurions-nous fait au cours de ce dramatique été 1940? Au mois de juin 1940, le gouvernement quitte Paris face à l'offensive de la Wehrmacht arrivée aux portes de la capitale. L'armée française, que l'on disait la meilleure du monde, s'est effondrée en moins de 6 semaines. À l'exode des populations s'ajoute le repli des autorités politiques. C'est en Touraine que Paul Reynaud et son gouvernement, accompagné du président de la République, Albert Lebrun, trouvent refuge. Dans ce décor suranné, les ministres vont se diviser en 2 camps. Les uns veulent une capitulation qui reconnaisse la défaite militaire dans l'Hexagone et permette au gouvernement de poursuivre la guerre en exil. Les seconds estiment la guerre perdue et demandent un armistice politique pour que la France cesse de combattre l'Allemagne. Le premier acte se déroule au château de Canget, près de Tours. C'est ici que commence un compte à rebours terrible qui, en quelques jours, va déterminer l'attitude de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Là se tient un Conseil des ministres qui est très important, du moins par les conséquences qu'il va avoir. Paul Reynaud, qui est le président du Conseil, l'avant-dernier président du Conseil de la Troisième République, donc défend une position relativement intransigeante. La France doit continuer la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne, puisqu'elle est liée à la Grande-Bretagne par une espèce de traité et qu'elle ne peut pas donc cesser le combat seule. Mais Reynaud est attaqué par le généralissime, le patron des armées, qui s'appelle donc Weygand, qui demande le plus rapidement possible